messieurs, bienvenue à l'émission Sous un autre angle. Mon nom est Ghislain Hamel. Cette semaine, nous recevons Mme Anna Paradis, qui est la nouvelle directrice générale de pédiatrie sociale. Alors, Mme Paradis, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Anna Paradis. Je viens de Sherbrooke. Donc, j'ai débuté le travail en tant que directrice générale simplement il y a 2 mois, donc le 9 mai pour être précise. Moi, c'est ça, je suis nouvelle dans la région et tout, là, donc je découvre, en même temps que découvrir mon travail, je découvre la ville de Thetford Mines, je découvre Montdoux, ses habitants et toutes les beautés au niveau de la nature, là, donc je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui, puis de faire partie de maintenant la famille de la pédiatrie sociale, là, bien sûr. En parlant de la famille, il y a combien de membres dans la famille de pédiatrie sociale? Au niveau des centres de pédiatrie sociale, on est environ une cinquantaine, là, au-dessus d'une quarantaine là, quand même de centres partout à travers le Québec. Chacun sur... Mais spécifiquement pour la région? Spécifiquement, donc c'est ça, il y a un centre, donc notre centre. Et au niveau de nos employés, on a environ, en ce moment, là, une dizaine d'employés là, intervenantes. On a vraiment une équipe multidisciplinaire, là, donc on a une médecin, on a une infirmière clinicienne, on a des travailleuses sociales, des psychoéducatrices, on a une éducatrice spécialisée, une ergothérapeute. Et après ça, il y a les fonctions plus administratives, là. Donc, on a... Secrétaire. On a une agente à la réception, exactement. Moi, une adjointe administrative, là. Les gens, pour la plupart, connaissent la pédiatrie sociale. C'est quand même quelque chose qui existe en région ici depuis 2016, que vous me 2016, disiez. exactement. Mais il y a des néophytes encore qui ne connaissent pas ce que c'est la pédiatrie sociale. Oui. Pouvez-vous expliquer un peu ce que c'est? Oui, donc la pédiatrie sociale, en fait, c'est un terme vraiment large, mais en gros, là, nous, en fait, on dessert les enfants de 0 à 18 ans, donc en situation de grande vulnérabilité. C'est vraiment un service qui est volontaire des familles. Il n'y a aucune obligation d'avoir accès à nos services, mais c'est vraiment volontaire. Et on y va en référencement, en fait. Donc, par exemple, une famille peut décider elle-même de venir demander nos services, mais je vous dirais que la grosse majorité du temps, c'est nos partenaires, plus précisément le CLSC, DPJ et les écoles, en fait, qui nous référencent les enfants. OK, c'est référencé. Exactement. Mais parfois, ils viennent aussi par eux-mêmes, là, de temps en temps. OK, c'est ouvert à tout le monde? À toutes les familles? Bien, les familles, ils peuvent venir donner leur nom ou les références peuvent venir au sein de la clinique. Par contre, nous, après, on évalue si on est le meilleur service pour eux, premièrement. Et s'ils répondent, bien sûr, aux critères là, de grande vulnérabilité qu'on est sujet parce qu'on ne peut pas desservir tous les enfants. Puis on est vraiment là, en pédiatrie sociale spécialisée avec les enfants en situation de vulnérabilité. Mais ça ne dessert pas juste les familles de milieux défavorisés. Ça dessert l'ensemble de la population de la MRC. Bien, en fait, c'est ça. On est au niveau de la MRC des Appalaches ou aussi au niveau du système scolaire là, des Appalaches aussi. Mais oui, tout le monde, en fait, peut avoir accès au centre de pédiatrie si on est les meilleurs services pour eux en premier temps. Puis s'ils répondent aussi aux critères de... Les enfants, ils répondent aux critères de grande vulnérabilité, de situation de grande vulnérabilité. Là, on a élaboré tantôt qui était le personnel. Oui. Maintenant, la clientèle. Il y en a combien environ? Oui. Mettons présentement, là. Oui, donc nous, on suit environ en ce moment-là plus de 200 enfants par année. Et ça, c'est vraiment à différentes intensités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des enfants qu'on va voir durant une période de temps à plus grande intensité, donc plusieurs fois, tandis qu'il y en a d'autres que, leur plan d'action va faire en sorte que maintenant, on peut... C'est correct de les voir, par exemple, 1 fois par année ou 2 fois par année. Donc, sur ces au-dessus de 200 enfants-là, ça va être à différentes intensités selon leurs besoins. Mais ça, c'est vraiment construit, là, je pourrais dire c'est un service personnalisé dans le sens qu'on n'a pas une démarche droite à suivre. On va vraiment y aller avec les besoins de l'enfant à ce niveau-là. Là. De prime abord, c'est la psychologue qui fait l'évaluation des besoins ou... Non, en fait, comment ça va se passer? C'est que quand on reçoit le référencement et que, par exemple, il est admis dans nos services, on va faire la première étape, ça va être une rencontre évaluation-orientation où il va y avoir la présence, en fait, de notre médecin et d'une travailleuse sociale. En plus de ça, l'enfant va être présent, bien sûr, et l'entourage significatif de cet enfant-là va être invité aussi. Donc, que ce soit, par exemple, l'école, son professeur, sa tante, un membre de la DPJ, et tout vraiment les acteurs que la famille... Les parents aussi. Oui, les parents, mais vraiment
les personnes que la famille veut avoir au niveau de cette rencontre-là. OK, les gens du milieu de l'enfant. Exactement. Donc, comme ça, on va pouvoir vraiment établir un plan d'action qui va être concerté avec tous ces gens-là, incluant l'enfant, parce qu'en pédiatrie sociale, c'est ça, on croit que l'enfant, en fait, les enfants, ils ont des droits, puis on veut les faire respecter, dont, entre autres, justement, le droit d'être au courant, justement, de leur plan d'action pour qu'ils puissent en contribuer, puis qu'au final, bien, qu'on soit tous en accord et qu'on puisse, justement, assurer le développement de l'enfant. Ouais. On parlait de 0 à 18 ans. Oui. Un enfant de 1 an qui ne parle pas encore, ça doit être quand même assez rare que vous avez à traiter ça. Bien, c'est sûr que c'est moins fréquent. Mais bien sûr, de 0 à 18 ans, ça englobe aussi les jeunes enfants. Et définitivement, là, ces enfants-là aussi peuvent avoir des besoins là, directement à eux. Là. Mais c'est plus les parents qui sont aidés à ce moment-là? Bien, on aide les enfants en premier. Puis bien sûr, par la suite, c'est sûr que de concert, on va venir soutenir les parents dans ces démarches-là parce que pour venir supporter les enfants, c'est sûr que les parents sont des gros acteurs là, dans leur vie. Là. Alors, les services psychosociaux, c'est pas nécessairement à l'enfant qui sont donnés, mais aux parents. Non, on va venir vraiment soutenir les enfants. Les deux? Et on va venir en concert soutenir les parents là-dedans. Par exemple, je peux vous donner un exemple, mais au niveau de notre milieu de vie, c'est en fait, outre les sessions plus individuelles avec les parents, l'enfant et les différents acteurs, on offre aussi en fait des soutiens en groupe. Donc, c'est vraiment, on appelle ça notre milieu de vie. Et nous, on a la chance d'avoir des nouveaux bureaux aussi sur la rue du B, donc qui nous permet d'avoir, on est en rénovation, en fait, de notre sous-sol. Et ça, c'est vraiment des activités qu'on va faire les soirs ou l'été, lorsqu'ils n'ont pas d'école, en fait, ça va être le jour. Mais c'est des activités qu'on peut leur offrir, en fait, pour venir développer des aspects cliniques. Donc, par exemple, chaque mois, on va retrouver l'escalade, on va retrouver des cours de danse, des cours de cuisine aussi pour nos adolescents. Et tout ça, pour eux, c'est des activités, mais pour nous, nos intervenantes, ils viennent vraiment travailler des choses spécifiques là, dans leur développement. Par exemple, la confiance en soi, ça peut être la relation aussi interjeune, ça peut être la motricité. Donc, c'est vraiment des activités qui vont être là pour venir soutenir l'aspect clinique là, de l'enfant. C'est toujours associé au docteur Gilles Julien? Oui, docteur Julien, oui, mais en fait, c'est ça, notre centre de pédiatrie, comme la plupart des centres au Québec, sont chapeautés par la Fondation du docteur Julien, exactement. Là. OK. Et en parlant de fondation, bien évidemment, c'est de là que les ressources financières arrivent? Oui, puis non. Oui. Très certainement, la Fondation vient nous donner un soutien au niveau financier, bien certainement. Puis sinon, en fait, si je peux vous parler très brièvement de notre modèle financier, nous, on va avoir vraiment un tiers des fonds environ là, qui va être remis par la Fondation. Par la suite, on va avoir un autre tiers qui va être par nos levées de fonds. Comme vous pouvez sûrement le savoir, à Thetford, on a la guignolée qui revient chaque année. Oui, c'est vrai. C'est une des levées de fonds qu'on fait. Sinon, on participe aussi en partenariat avec divers, comme par exemple le festival de la relève ou des choses comme ça. Donc, on va établir vraiment des levées de fonds, des guignolées et tout. Et par la suite, l'autre tiers, ça va être vraiment au niveau de nos généreux donateurs qui donnent au centre généreusement à des entreprises ou même des particuliers là, qui vont faire des dons au centre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. OK. Mais le CI3S doit fournir aussi? Ou ils fournissent uniquement? Monétairement, vous parlez? Non, mais en fait... Les autres, ils donnent des services. Bien, le CIUS, ils viennent vraiment nous référer les enfants. Ouais. On est vraiment partenaires. On travaille main dans la main avec nos partenaires là-dedans. Là. On n'est pas en dédoublement de services. On n'est pas en confrontation. Là. C'est vraiment, on travaille tout en concert pour venir répondre aux besoins de l'enfant. Là. Mais tous les intervenants que vous avez mentionné tantôt, sont à plein temps? Ou à temps partiel? Oui, c'est une bonne question. La majorité de nos intervenants sont à temps plein. Mais il y a selon les besoins là, de chaque intervenante, là, il y en a que pour une conciliation, par exemple, famille, là, on va être plus à temps partiel. Ça va tourner aux alentours de 28 heures à 35 heures. Là. Okay. Des gens qui travaillent déjà ailleurs, mais qui viennent en soutien? Pas nécessairement. Donc, par exemple, notre infirmière, elle va travailler de 28 à 35 heures simplement parce qu'elle est aux études aussi en ce moment dans un domaine similaire, là, mais elle a poursuivi ses études aussi. Donc, c'est une autre intervenante, mais elle, au niveau de sa famille, elle préférait plus un horaire plus temps partiel. Là. Donc, c'est vraiment selon
le choix. Là. Mais la majorité de nos intervenantes sont à temps plein. Là. OK. Quand on parle d'éliminer le stress toxique, ça veut dire quoi, vraiment? Bien, comme j'ai dit, j'ai pas. Moi, en fait, je ne l'ai pas parlé, mais moi, j'avais passé très gestion. Moi, j'ai pas de formation au niveau clinique. J'ai la chance d'avoir une infirmière, une chargée clinique qui s'occupe de toutes mes intervenantes au niveau clinique pour que moi, je puisse plus prendre le volet gestion. Donc, au niveau du stress toxique, elle pourrait plus vous renseigner dessus. J'aimerais mieux pas m'avancer dans ce point-là pour être sûre de garder. D'accord. Et au point de vue administratif, vous faites des horaires ou ça consiste en quoi? Évidemment, gérer les fonds. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a un grand aspect philanthropique là, du centre parce qu'on ne cherche pas aux familles. C'est un service qui est gratuit pour eux. On est vraiment considéré comme une BNL, une entreprise sociale. Donc, certainement, il y a la philanthropie qui prend un grand espace dans mon horaire maintenant. Mais sinon, exactement, donc on a des horaires... Pour nos intervenantes, on a des horaires fixes. On mise beaucoup sur la flexibilité aussi des horaires pour qu'on puisse avoir chacun une stabilité, bien, qu'on puisse séparer la vie professionnelle, la vie personnelle, puis qu'on puisse avoir tous une meilleure... Une conciliation travail-famille. Exactement. Donc, c'est sûr que nous, on essaie d'être beaucoup flexibles dans ça. Donc, nos intervenantes, en ce moment, justement, on est en période d'essai d'un nouvel horaire. Donc, ils peuvent travailler en télétravail quelques heures là, par semaine et en faisant un peu, bien, c'est un petit peu complexe, mais en gros, ils font leurs 35 heures sur 4 jours et demi. Donc, il y a une après-midi de congé là, par semaine et l'avant-midi sont en télétravail. Donc, il y a une journée qui ne sont pas au bureau présent. Mais c'est un bel avantage pour eux là, pour concilier tout ça. Là. Dans vos intervenants, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Encore là, c'est une très bonne question. Malheureusement et heureusement, dans le sens que mon équipe est extraordinaire, mais on a présentement juste des femmes. C'est ça. Malheureusement, c'est un métier qui est plus tendu vers l'aspect féminin, mais définitivement, on serait très ouvert à obtenir une personne de l'autre sexe, en fait. Oui, bien, je présume que quand il arrive un enfant garçon, mettons, à l'adolescence, peut-être qu'un homme serait en meilleure position ou situation de le comprendre. Oui, bien, ça pourrait arriver, bien sûr, qu'un enfant puisse se sentir plus à l'aise avec l'aspect plus masculin. Pour le moment, durant ma courte période que j'ai été là, c'est le lien de confiance qui se développe avec mes intervenantes c'est incroyable, en fait. En pédiatrie sociale, c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de développer ce lien-là de confiance. Et on n'est pas serré dans le temps, on n'est pas... Si ça prend 2, 3 rencontres avant que l'enfant nous fasse confiance, on va prendre ces rencontres-là, puis on va être avec lui, puis on va lui parler, on va faire des jeux. Donc, le lien de confiance se développe très bien là, pour le moment entre mes intervenantes puis les enfants. C'est certain que le côté matriarcal est plus fort parce que les jeunes enfants, habituellement, sont soignés par la mère. Alors là, l'intervenante remplace parfois la mère ou... Bien, c'est certain qu'il peut avoir cet aspect-là, oui, très maternel, peut-être qu'il peut avoir. Mais tu sais, mes intervenantes sont vraiment... Il y en a qui sont plus, je pourrais dire, pas spécialisées, mais il y en a qui ont plus le tour avec les adolescents, il y en a qui ont plus le tour avec les enfants, il y en a qui sont de nature très calme, ils vont vraiment être plus à l'aise avec un certain profil d'enfant. Donc, ce qui est génial, c'est que souvent, on a le privilège de pouvoir identifier le type d'enfant puis de pouvoir le mettre avec une intervenante qu'on sait qu'il va plus être... Ça, c'est votre rôle, à ce moment-là, d'en discuter avec la personne qui a fait l'évaluation. Oui, exactement. Puis mes intervenantes sont formées là-dedans, donc ils peuvent vraiment cerner les besoins précisément de l'enfant, les types de personnes qu'on a dans notre équipe, puis trouver le fit idéal, si je pourrais dire, là, pour s'assurer encore là que l'enfant il puisse s'ouvrir, avoir confiance en nous, puis qu'on puisse vraiment aller travailler ces choses-là. Là. Parce que je présume, vous devez sûrement l'avoir remarqué, il doit y avoir autant de jeunes garçons que de jeunes filles qui ont besoin des services. Oui, 100 c'est vraiment partagé. Puis l'âge, présentement, ou en tout cas habituellement, là, ça joue dans à peu près quoi? Bien, ce qu'on a le plus fréquent, je vous dirais... Je vais vous donner un chiffre vraiment aléatoire. Là. Ça jouerait autour de 7 à 12 ans environ. Là. OK. L'âge la plus fréquente. Les adolescents, parfois, c'est un peu plus dur
à mobiliser. Par contre, on a une très belle offre aussi d'activités pour eux à ce niveau-là. Puis pour les plus jeunes, bien, c'est sûr, c'est moins fréquent. Mais habituellement, on a dans ces âges-là. OK, de 7 à 12. Environ. Là, Référé assez souvent par l'école, je présume? Vraiment, l'école, le CLSC, la DPJ, vraiment, c'est les 3 acteurs qu'on a de plus de référencement. Là. Mais tout le monde peut nous référencer des enfants. Les familles peuvent venir aussi par eux-mêmes. Mais souvent, c'est des références. Je parlais tantôt de faire connaître la pédiatrie sociale. Oui. Est-ce que vous donnez des conférences? Non, on n'en donne pas. C'est une très bonne idée, par contre. Non, on ne donne pas de conférences. C'est sûr que si on veut en connaître davantage sur la pédiatrie, il y a notre site Internet. Il y a notre page Facebook aussi on tient beaucoup les gens au courant de nos activités, des nouveautés. On aime beaucoup interagir justement avec la population, avec nos partenaires, avec les autres organismes aussi. Parce qu'on travaille aussi de concert avec les autres organismes. Si on sent que le besoin serait plus répondu par un autre organisme de la région, on va le référer et on ne fera pas encore là, comme j'ai dit, de dédoublement. Donc, oui, on peut en apprendre davantage comme ça. Sinon, ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions en venant sur le terrain, visiter nos locaux, rencontrer l'équipe si la personne était intéressée, prendre un petit café puis pouvoir parler davantage de ça. C'est les parents qui vont visiter habituellement ou c'est les parents qui sont invités à aller visiter le centre? Bien, les parents des enfants qui viennent voir nos services, ils ont la possibilité de visiter, bien sûr. Mais sinon, c'est vraiment pour les curieux, je dirais... Moi, j'aime beaucoup que les gens puissent avoir accès à nos locaux, puis notre équipe aussi pour venir les voir, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'essence de la pédiatrie sociale. Moi-même, la pédiatrie sociale était un aspect qui était, en fait, que j'étais pas beaucoup au courant par avant. C'est sûr que tu en entends parler, mais j'ai vraiment pu m'incruster dans la pédiatrie sociale en acceptant cet emploi-là, puis en me renseignant ici et là, en lisant des livres sur le sujet et en faisant des formations. Mais définitivement, nos bureaux seront toujours ouverts pour recevoir les gens qui souhaiteraient en parler. Là, ça va nous faire plaisir. Là. OK. Avez-vous des directives de la maison mère de M. Julien à Montréal? Bien, c'est sûr qu'on a des choses à suivre là, pour être conforme, justement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour être conforme au modèle de la pédiatrie sociale chapeautrée par la Fondation du Dr Julien. Donc oui, très certainement, on a des choses à suivre. Par contre, on a quand même une grande liberté au niveau de notre couleur. La réalité, c'est qu'on est tous, les centres de pédiatrie, dans des secteurs des provinces, pas des provinces, pardon, des secteurs des villes différentes. Donc, notre réalité ici ne sera pas la même que le centre à Québec ou à Montréal. Donc, on a vraiment tous des réalités différentes. Donc, on a accès quand même à mettre notre couleur dans ça. Mais définitivement, oui, on a des choses à suivre. Vous devez sûrement avoir des réunions annuelles, des rencontres. Avec la Fondation? Ouais. Oui, oui. Parce que combien d'organismes à travers le Québec? De centres, il y a environ au-dessus d'une quarantaine, là, proche 50. Quarantaine de centres? Oui. Dont peut-être 7-8 à Montréal? Je ne sais pas le nombre exact à Montréal. Je ne sais pas. Mais pour notre région, la MRC des Appalaches, il y a un centre. Puis nous, on dessert une grande région quand même. Là, la MRC des Appalaches, c'est une grande région. C'est sûr les familles doivent être à un maximum là, de environ une quarantaine de minutes. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas desservir à 2 heures de route parce que pour eux, même, ça ne sera pas possible de pouvoir faire la route. Mais définitivement, on a un grand territoire. Mais à partir de Thetford, 40 minutes, vous faites le tour. Vous faites le tour. Peut-être à Beau-Lac-Garbé, c'est un peu plus loin, mais vous passez là tous les jours. Oui, c'est ça, exactement. Je m'approprie encore les petites villes autour, villages. Puis la clientèle est principalement de Thetford, je présume? Oui, je dirais principalement, là, et aux alentours, dans le sens les petits villages autour aussi, mais principalement Thetford, là, définitivement. On est centralisé nos bureaux dans un endroit aussi stratégique pour que les familles aient le plus accès rapidement là, à nos services, parce que la réalité des familles, c'est qu'il y en a qui n'ont pas de voiture non plus ou des choses comme ça. Puis ici, les transports en commun, de ce que j'ai compris, se font rares. Donc, le fait qu'on soit justement sur la rue du B nous permet d'avoir accès à aller aux écoles qui sont proches, cégep, vraiment au milieu de la ville, là, qui permet une grande proximité là, pour les familles. Là. Quand il y a des enfants qui sont confiés à la DPJ, est-ce que la DPJ fait appel à vos services pour, je ne sais pas, peut-être avoir une évaluation ou des besoins plus spécifiques pour l'enfant?
Bien, en fait, souvent, c'est ça. Nous, on est vraiment dans la prévention. Donc, on va essayer justement de prévenir avant de se rendre justement à la DPJ. On va essayer de faire le travail au préalable. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, la DPJ nous réfère des enfants. C'est que eux, ils répondent pas nécessairement aux critères pour pouvoir intervenir, mais nous, on va pouvoir les aider dans un autre sens, là. Donc, c'est pour ça qu'on va fonctionner comme ça. À ce moment-là, vous rencontrez l'enfant et les parents qui, en fait, la famille l'accueille. Oui, si c'est des personnes qui sont significatives dans la vie de l'enfant, là, oui, exactement. Donc, on va rencontrer... Puis comme j'ai dit, tout est volontaire. Donc, la famille doit vouloir prendre part à nos services, doit justement... Après ça, on développe le lien de confiance, mais on n'oblige personne à faire partie du centre. C'est vraiment volontaire de leur part. Là. OK. Est-ce qu'il peut y avoir des coûts pour la famille? Non. Non, donc tout est gratuit pour eux. Ils ont accès justement aux besoins à un médecin, à une infirmière, à une travailleuse sociale, psychoéducatrice, comme j'ai dit. On a beaucoup de services. Puis c'est pour ça aussi que la pédiatrie sociale, c'est génial, c'est que mes intervenantes, ils vont tous travailler ensemble pour venir supporter cet enfant-là. Donc, c'est pas simplement la vision d'une travailleuse sociale, ça va être la vision de toute mon équipe qui vont pouvoir avoir, là, tous les professionnels différents pour venir apporter supporter cet enfant-là, en fait. Là. Ouais. Pédiatrie sociale, il y a les services éducatifs et les services juridiques. Les services juridiques, ça m'intrigue un peu. À quel niveau vous faites une intervention à ce niveau-là? Souvent. Parfois, les parents, les familles vont avoir besoin d'aide au niveau juridique, de conseils au niveau juridique. Donc, nous, dans notre conseil d'administration, on a la chance d'avoir une avocate, en fait, donc qui peut venir répondre à ce besoin-là. Parfois, c'est pas un besoin qui est fréquent, mais dès que, justement, la famille va avoir des questionnements au niveau juridique, il va pouvoir avoir accès à ces services-là, en fait, là, directement, gratuit encore. Là. Donc... Oui, mais c'est une bonne chose, mais surtout pour la famille à ce moment-là, non pas pour l'enfant. Bien, c'est tout en concert. L'enfant, Ouais. il va pouvoir être soutenu par la famille là, dans ces démarches-là. Là. Et nous, on va, c'est ça, l'accompagner là-dedans. Entre autres, le référent aussi à certaines entités juridiques qui seraient meilleures qu'une autre aussi pour lui. Là. En tout cas, l'élément principal à retenir, c'est enfant, famille, milieu. C'est les camps de pédiatrie sociale. Les mots-clés. Ouais. Ben oui, Ils c'est... interviennent, c'est à ce niveau-là. Et ils s'occupent de l'enfant, premièrement, de la famille, puis du milieu. Oui, puis je vous dirais que tout est interrelié dans ça. Tu sais, le milieu va avoir un impact sur l'enfant, sur la famille va avoir un impact sur l'enfant, sur le milieu, et l'enfant va supporter tout ça. Quand vous parliez de stress toxique, je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais un stress toxique va pouvoir être développé par ces acteurs-là. Donc, tout est interrelié. Donc, c'est pour ça notre mission est envers les enfants. Par contre, tout est tellement interrelié qu'on va venir entraider à d'autres domaines externes aussi. Là. Ouais, ça peut être les grands-parents qui peuvent être concernés aussi. Si c'est des acteurs significatifs, oui, là, ils peuvent faire partie de la rencontre, là, exactement. Ah, bien, fort intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments, parce qu'on tire sur la fin pour l'émission, Oui. que vous aimeriez faire valoir? Bien, mon doux, comme j'ai dit, si vous avez des questions, peu importe s'il y a des personnes dans la ville ou à l'extérieur qui ont des questions, ça va vraiment nous faire plaisir de vous répondre, de venir vous faire visiter notre milieu. C'est un milieu absolument incroyable. En ce moment, c'est ça, nos projets futurs, c'est la rénovation de notre sous-sol. Donc, on va pouvoir vraiment développer notre milieu de vie dans ce sous-sol-là. On va avoir une nouvelle cuisine pour ces cours-là avec nos adolescents. On va avoir une salle sensorielle pour les jeunes selon leurs besoins, un coin aussi un peu motricité pour développer cet aspect-là, des nouveaux bureaux au sous-sol. Donc, c'est certain que notre centre est en développement pour 2024. Il y a plein de belles choses à venir. On est aussi en recrutement de travailleuses sociales si jamais il y a des intéressés de joindre notre belle équipe, travailleurs ou travailleuses sociales, là, bien sûr. Mais c'est ça, merci aussi, bien, si je peux remercier, prendre un moment pour remercier, mais merci à tous nos bénévoles aussi qui font du bénévolat, parce que c'est un grand aspect aussi du centre de pédiatrie, le bénévolat. Ah, on avait oublié d'en parler. Là. Exactement, le bénévolat, étant ce modèle-là financier, une EBNL, une entreprise sociale, bien, le bénévolat, c'est extrêmement important pour nous. Merci aussi à nos entreprises donatrices, nos particuliers donateurs aussi. En fait, c'est grâce à eux qu'on est en vie, là, donc... D'accord. Ouais. Mesdames, Messieurs, malheureusement, c'est tout le temps. Mesdames, Messieurs, au bas de l'écran va apparaître le numéro de téléphone où vous pouvez rejoindre Mme Paradis, si vous avez des questions.
Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.